Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir et c'est une édition spéciale sur cette nouvelle ère qui s'ouvre. Donald Trump, président élu des États-Unis. Nous allons tenter de nous projeter dans l'après. Quelle sera la politique économique américaine, les enjeux commerciaux, les fondements de la politique étrangère de Donald Trump, les conséquences aussi sur l'Europe, sur la France. L'onde de choc est profonde pour de nombreux pays. Le réveil est brutal. Désormais, tout est possible. Le débat ce soir avec de nombreux invités à notre compagnie. Et après la victoire de Donald Trump, récupération tous azimuts en France. Les responsables politiques de tous bords y voient des leçons à tirer pour l'Hexagone, de Jean-Luc Mélenchon en passant par Nicolas Sarkozy jusqu'à Marine Le Pen. Qui profitera le plus du vote anti-système? C'est le thème du match des idées qui opposera tout à l'heure le journaliste André Berkoff à Éric Fotorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1. Enfin, nous insisterons également ce soir sur les enseignements de ce résultat pour nous, les journalistes, pour les experts, les sondeurs. Personne ou presque n'a vu venir ce tsunami politique planétaire. L'heure est donc à l'introspection et au mea culpa pour de nombreux journaux comme le New York Times ou encore le Washington Post. On en parlera ce soir avec le journaliste et éditorialiste Jean-Michel Apathy, auteur du livre « On prend presque les mêmes et on recommence » chez Flammarion. Voilà donc pour le programme de cette édition spéciale. Merci de nous suivre. Et avant d'accueillir mes premiers invités, tout de suite le tour d'horizon des réactions à l'international après la victoire de Donald Trump. Il est l'un des premiers à avoir réagi. Vladimir Poutine, le président russe, qui espère voir s'améliorer les difficiles relations russo-américaines. Ce sera un chemin difficile, mais la Russie est prête à faire sa partie. Nous sommes prêts à tout faire pour que les relations russo-américaines retrouvent une trajectoire de développement stable. Les critiques de Donald Trump à l'encontre de la Chine et de ses pratiques commerciales ont été très nombreuses durant sa campagne. Pas de quoi inquiéter Pékin pour autant. Nous travaillerons avec le nouveau président des États-Unis pour assurer un développement stable et solide des relations bilatérales qui sera bénéfique au peuple des deux pays et du monde entier. Grand allié des États-Unis, Israël, en tant qu'ami et partenaire, n'a pas manqué non plus de féliciter Trump. J'espère qu'ensemble, les Israéliens et les Américains pourront accroître leur innovation et leur coopération, qui sont les fruits de la liberté et de l'égalité. Que Dieu vous bénisse, Président. Pas rancunier, le président mexicain s'est dit prêt à travailler avec Donald Trump. Sur Twitter, il a assuré que les deux pays étaient amis, malgré les tensions apparues pendant la campagne au sujet du mur que souhaite construire le nouveau président des États-Unis entre les deux pays. Du côté de l'Europe, c'est sur la forme d'un avertissement que la chancelière allemande s'est adressée à Donald Trump. L'Allemagne et les États-Unis sont liés par des valeurs, la démocratie, la liberté, le respect du droit et de la dignité de l'homme, indépendamment de sa couleur de peau, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de ses convictions politiques. C'est sur la base de ces valeurs que je propose une coopération étroite au futur président des États-Unis, Donald Trump. Réaction également teintée d'inquiétude pour le président du Parlement européen. C'est sans aucun doute un moment difficile pour les relations entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais le président des États-Unis, élu librement, mérite le respect total des institutions de l'Union européenne. Et nous espérons que Donald Trump et son gouvernement, dans leurs relations avec l'Union européenne et ses États membres, respecteront les droits fondamentaux, tout comme les règles fondamentales de l'Union européenne.
Et la victoire de Donald Trump résonne comme un tsunami politique, géopolitique, économique et commercial. On va se projeter dans la suite, l'après, et analyser ce soir, tenter d'analyser en tous les cas les conséquences de cette élection dans différents domaines et les effets pour l'Europe et pour la France. Le débat avec nos invités ce soir, Général Dominique Trinquant, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, ancien chef de la mission militaire auprès des Nations Unies. Vous avez également occupé de nombreux postes de responsabilité dans les états-majors de l'OTAN ou encore de l'Union européenne. Face à vous, Pascale Joannin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. C'est un think tank sur l'Europe. À vos côtés, Jean Bizet, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Les Républicains de la Manche et président de la Commission des Affaires européennes au Sénat. Et notre chroniqueur Jean-Louis Combeau nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonjour Sonia. Alors Madame, Messieurs, on connaissait le candidat Trump. Voici aujourd'hui le président élu, Donald Trump. Et on va écouter un extrait de son discours, de ses premiers mots. Je viens de recevoir un appel de la secrétaire d'État Clinton. Elle nous a félicités de notre victoire et je l'ai félicitée, elle et sa famille, pour cette campagne très très durement menée. Elle s'est battue très fortement. L'heure est venue pour l'Amérique de panser les plaies de la division. Nous devons nous réunir, à tous les républicains et démocrates et indépendants de cette nation. Je vous dis qu'il est temps de nous retrouver en un peuple uni. Des mots bien choisis, un discours tout en sobriété et donc en rupture, Jean Bizet, avec la harangue de la campagne. Est-ce que c'est déjà le poids des responsabilités, comme on dit ? On avait bien vu que les excès qui avaient été les siens pendant toute la campagne étaient une forme de posture. Là, aujourd'hui, le curseur a été ramené à une position un peu plus centrale. Et je suis persuadé qu'au fil du temps, sur un certain nombre de sujets, eh bien, on s'apercevra que la mutation n'est peut-être pas aussi brutale qu'il avait annoncé. Ceci étant, à charge pour l'Europe de bien prendre, et la France, les messages qui ont été adressés. L'Amérique qui gronde a parlé, et puisque vous nous invitez à faire un parallélisme au niveau européen et national, les candidats à la primaire ont tout intérêt à entendre la France, elle aussi, qui gronde. On va parler de la France qui gronde, mais d'abord restons sur les États-Unis. Justement, Pascale Joannin, c'est aussi un message et surtout adressé à l'Europe. Il y a eu une première claque il n'y a pas très longtemps. Après le Brexit, là, c'est une claque puissance 10, 1000, 1 million avec l'élection Trump. Soyons honnêtes, c'est un très grand vertige pour l'Europe. D'abord, ça prouve que le populisme dont on dit qu'il est l'apanage de l'Europe, ce n'est pas vrai, puisqu'aujourd'hui on en a l'exemple avec les États-Unis. Ah bah, ça ne doit pas vous consoler non plus que ça se propage. Ça veut dire que le monde change très vite. Très très vite. Les technologies que nous utilisons nous font connaître en temps réel tout ce qui se passe dans le monde, il faut trier, etc. Et l'adaptation est un peu compliquée. Donc, moi je suis comme vous l'avez dit. Il y a eu le candidat, Trump, qui a dit des propos quelquefois outranciers, etc. Et puis il y a le président élu, dans le premier discours en tout cas, qui est beaucoup plus posé. Alors, en matière de politique intérieure, il fera ce qu'il voudra et il a promis aux Américains de faire beaucoup de choses. Très bien. En matière de politique étrangère, il n'est pas tout seul. Donc, on va y venir, mais excusez-moi, vous présidez, c'est important, un think tank sur l'Europe. Qu'est-ce que vous, personnellement, quand vous vous êtes réveillé aujourd'hui, un réveil brutal, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous êtes dit, en tant que responsable de cette organisation, eh bien, c'est un grand vertige, c'est une dégringolade? C'est vrai que c'est une surprise, parce que les sondages, le moins qu'on puisse dire. Les sondages ne donnaient pas Donald Trump gagnant ces derniers jours. Mais il avait tellement bousculé l'establishment déjà républicain, puisqu'il avait réussi à s'imposer dans cette primaire, qu'on se disait, bah oui, il est arrivé jusque-là, donc il peut arriver jusqu'au bout. Voilà, donc, alors, maintenant, pour l'Europe, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Ah bon? Non, parce que les Américains, on a déjà eu des périodes où il y a eu des présidents isolationnistes, on en sait quelque chose. C'est pas le premier, s'il se fermerait un peu sur lui et pas sur le monde. On a déjà connu ça. Hein. Mais aujourd'hui, le monde n'est plus le même que celui du XXe siècle. Et l'Europe non plus, elle est avec beaucoup de fragilité en ce moment. L'Europe a des fragilités, mais les États-Unis le montrent également. Et donc, dans le monde, avec les problèmes qu'on a à régler, il y a peut-être des moments où il faudra que les États-Unis et l'Europe soient ensemble. L'Union européenne a déjà invité le président élu à venir. Oui, on va faire par étapes. Donc déjà, vous dites,
on a déjà eu, pour vous, ce n'est pas non plus l'épouvantail aujourd'hui. Il y a eu des présidents isolationnistes. Jean-Louis Gombault, à chaque électrochoc, on entend, et je vise personne ici sur ce plateau, mais certains dire, eh bien, rien ne sera plus comme avant, et finalement, rien ne change. Tout change pour que rien ne change. Est-ce que là, il faut se dire, c'est la colère qui a parlé, c'est une Amérique oubliée, méprisée, humiliée? Alors, rien ne change. Moi, je pense effectivement que rien ne changera fondamentalement et pour plusieurs raisons. Donald Trump arrive au pouvoir et il sait que ça ne va pas être facile. Et qu'en réalité, comme tout candidat, il a fait un certain nombre de promesses, d'engagements, et on sait bien qu'il ne pourra pas tenir la plupart de ce qu'il a dit, soit sur le plan économique que sur le plan international. Sur le plan économique, je suis frappé du caractère complètement ubuesque du programme économique de Donald Trump, et je ne peux pas penser une seule seconde qu'il puisse l'avaliser aujourd'hui. Quand il dit, sur sa réforme fiscale, il se prive de 1 000 milliards de dollars de recettes annuelles, c'est-à-dire la valeur même des dépenses annuelles du budget américain, c'est-à-dire qu'en fin de compte, s'il fait sa réforme fiscale, il y a tout simplement plus de recettes. Sera-t-il le seul président qui ne va pas tenir ses promesses? Ce que je veux dire, c'est le caractère excessif, c'est-à-dire on est quand même dans quelques... Et il dit, je vais faire 1 000 milliards de travaux, d'infrastructures, mais avec quel argent s'il fait ça? Donc, à ce moment-là, je crois que quelque part, il sait qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Sur le plan international... On va poursuivre. Restons juste sur ce plan économique, mais plus largement, et je finis ce tour de table avec vous, Dominique Trinquant. Est-ce que vous êtes converti au pragmatisme de nos invités ce soir, qui finalement disent, soit il n'aura pas les moyens, soit il va devoir composer avec les autres, donc finalement, ça va être un Trump extrêmement modéré? Non, alors je ne partage pas sur le plan de la géopolitique. Je me place uniquement dans la géopolitique. Et on parlait des Européens, il y a un changement majeur. Sa position vis-à-vis de l'OTAN et de la Russie est aux antipodes des positions actuelles. Je rappelle que l'administration Obama avait monté beaucoup contre la Russie. Lui dit au contraire, il faut discuter avec Poutine et je vais discuter avec Poutine. Il va même plus loin. Il dit qu'en Syrie, il faut laisser le gouvernement syrien et M. Poutine régler le problème. Donc c'est vraiment des positions complètement opposées. Ensuite, sur l'OTAN, en revanche, à mon avis, il va plus d'eau aider l'Europe. Parce qu'il dit aux Européens, écoutez, payez plus, parce que ce n'est pas les Américains qui vont payer pour vous. Et l'Europe a les moyens. Et donc, l'Europe, il faut le faire. Or ça, la France le dit depuis longtemps. Elle dit depuis longtemps aux Européens, participez plus. Et il va même jusqu'à, et à mon avis, ça serait d'ailleurs assez extraordinaire s'il pouvait être excessif à ce point-là, c'est que les États-Unis puissent se retirer de l'OTAN. Ça serait une divine surprise pour l'Europe. Parce que les Européens seraient bien obligés de se prendre en charge, sachant que se retirer du commandement intégré de l'OTAN pour les États-Unis ne voudrait pas dire rompre complètement l'alliance. La France l'a fait pendant quelques dizaines d'années, donc les Américains pourraient faire la même chose. Mais c'est intéressant de voir que sur le plan géostratégique, pour ce qui nous concerne, il y a d'autres sujets qu'on pourra voir plus loin, mais pour ce qui nous concerne directement les Européens, il y a un impact important à cause de l'OTAN et à cause de sa position vis-à-vis de la Russie. Restons sur ce premier argument, Jean Bizet. Oui, l'OTAN, si les États-Unis ont choisi un petit peu de s'éloigner de l'Europe, l'Europe doit être capable de se défendre elle-même. Tout le monde dit qu'il faut développer cette Europe de la défense. Mais on l'entend depuis qu'on est Il y a effectivement longtemps que l'on en parle, mais les deux électrochocs que l'on vient de vivre, le Brexit et puis l'élection de M. Trump, eh bien, l'Europe doit désormais, sur ce point-là précis, se prendre en main. C'est une évidence. Les messages en matière, je dirais, d'élever les 2% du PIB consacrés à la défense, c'est vrai, la France l'a déjà dit depuis un certain temps, mais aujourd'hui, elle sera peut-être aiguillonnée davantage par un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, et également les pays des Balkans, qui aujourd'hui vont commencer à avoir peur. Donc, moi, je trouve aussi qu'il y a un grand pragmatisme par rapport au terrorisme islamique, où la France a tergiversé pendant quand même des années l'attitude à avoir vis-à-vis de Bachar el-Assad. Et là, c'est très clair. La Russie et les États-Unis sont de grands alliés désormais. Si ça y est, c'est acté? Vous voyez déjà un axe Poutine-Trump comme cela. Je le sens davantage comme cela, tout simplement parce qu'ils sont allés à l'essentiel. L'essentiel, c'était la lutte contre l'islamisme radical. Donc sur ce plan-là, je crois qu'il y aura beaucoup de pragmatisme.
Moi, je suis plus, je dirais, attaché aux problématiques économiques, aux problématiques agroalimentaires. On va en parler. Je voudrais qu'on reste sur ces deux aspects. Donc l'Europe et l'axe éventuel Poutine-Trump, on va s'y habituer. Donald Trump considère que la défense du monde occidental est d'un bien public qui coûte cher à son pays. Donc il va demander à l'Europe de mettre l'argent sur la table. Est-ce que l'Europe aujourd'hui est capable de le faire, veut le faire, elle a la volonté? C'était déjà un peu ce qui s'était passé avec Obama. Il ne faut pas croire que Donald Trump révolutionne la pensée. Il y a longtemps que les Américains disent on vous a beaucoup aidé, maintenant il faut que vous preniez aussi à bras-le-corps les choses. Alors dans l'Europe, je rappelle toujours que l'Europe n'a pas de prérogative en matière de défense parce que les États ne veulent pas qu'elle en ait. Donc il ne faut pas dire après il n'y a pas d'Europe de la défense. L'Europe de la défense n'existe pas tout simplement parce que les États ne veulent pas qu'elle existe. Donc le problème il n'est pas chez Trump, il est chez Hollande, Merkel, Cameron et Theresa May aujourd'hui. C'est vrai ça, général Trinquant, parce que l'Europe a souvent bon dos. Bien sûr, l'absence de volonté des pays européens, puisqu'on parle des pays européens, est manifeste et elle était manifeste. Pourquoi? Parce que l'ensemble des pays d'Europe de l'Est, pour simplifier, et l'Allemagne également bien sûr, considèrent qu'avec le lien transatlantique, il n'y a pas à s'en faire, de toute façon les Américains sont là pour nous protéger. Voilà. Alors, ce que dit Donald Trump aujourd'hui, mais ce que faisait déjà un peu Obama, c'est oui, on est là, mais il faudrait peut-être que vous preniez en charge un peu plus. Alors, la France est sur cette ligne-là. Bon, parce qu'elle a en effet une armée, un budget qu'elle exerce, etc. C'était pas le cas de l'Allemagne. Ça évolue en Allemagne. Ça évolue en Allemagne beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et c'est pas encore, bien entendu, tout à fait ce qu'on fait. Mais il faut voir aussi quelque chose, c'est qu'on a eu pendant longtemps les Alliés, la volonté que les Allemands n'interviennent pas, parce que la dernière fois que la Wehrmacht est arrivée en dehors des zones de l'armée de l'Allemagne, elle a fait une expansion un peu plus grande. Donc, c'était aussi une volonté, comme les Japonais. Il faut bien quand même reconnaître les choses. Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord. Depuis 1953, la France n'a plus cette position vis-à-vis de l'Allemagne. Non, la France. Je veux dire, la France est la seule qui militairement, avec les Britanniques, avait des capacités en Europe. Et la France cherche depuis 20 ans à entraîner l'Allemagne. Oui. Et c'est vrai que c'est en train de bouger, mais je pense qu'il faut bien voir sur quoi ça bouge. Il y a un problème budgétaire, certes, mais il y a un problème fondamental, qui est le problème de l'armée allemande et d'un corps expéditionnaire à l'étranger. Et là, on rentre dans une vraie difficulté, parce que les Allemands n'ont pas cette pratique, ne la veulent pas, et ont de grandes difficultés à la réaliser. Voyons ce qui s'est passé au Moyen-Orient, quand ils se sont aperçus que leurs avions n'étaient même pas capables d'aller jusqu'en Irak, parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Ou alors au Mali, ils n'ont pas de force de projection comme là. Il a été décidé il y a 6 mois l'engagement de 600 soldats allemands. Aujourd'hui, ils sont à peine 150. Donc là, il y a des gros efforts à faire. D'accord. Vous ne pouvez pas comparer deux pays dont un a eu une tradition militaire volontaire et puis l'autre, on a un peu coupé les ailes pendant longtemps et puis aujourd'hui revient. Non, aujourd'hui, le problème, c'est pas l'Allemagne. Le problème, c'est en effet des pays comme la Pologne, la Pologne et d'autres pays qui achètent américains, refusent d'acheter européens, parce qu'en effet, ils considèrent en effet que la solution de leurs problèmes avec la Russie, qu'ils estiment elles comme leur ennemi, viendra des Américains et pas de cette molle Europe qui les a laissé tomber il y a 40 ans. Ce mini-débat qu'on va élargir, oui. Non, sauf qu'il ne faut pas confondre acheter américain et ne pas avoir un budget. Les Polonais sont les seuls à avoir augmenté leur budget en Europe dans les 10 dernières années. Radicalement. Alors on peut leur critiquer en particulier après le mauvais coup qu'ils ont fait sur le dernier contrat d'hélicoptère. On peut les critiquer en leur disant vous achetez américain et pas français, d'accord, mais ils font un effort de défense important. Jean-Luc Gombault. Simplement un jour, si on fait ce que nous venons de débattre ici, il va falloir changer le pacte de stabilité. Parce que effectivement, c'est un problème structurel pour l'Europe, parce qu'il est clair que les 3% de déficit explosent devant l'augmentation des budgets militaires. Et donc ça suppose une renégociation, une remise à plat de l'ensemble du système. Peut-être que c'est le moment de le faire. Peut-être que ce sera un électrochoc alors pour faire tout cela. Oui. Au-delà du pacte de stabilité, ça repose le problème fondamental. Est-ce qu'il est raisonnable, face à la montée d'un certain nombre de défis et de dossiers à relever, de consacrer simplement 1% du PIB des États membres au budget de l'Union? C'est nettement insuffisant. On arrive à mi-parcours du cadre financier pluriannuel en 2017. On va le voir sur la PAC. Mais souvenons-nous, au début 2014, les longueurs de discussion qu'il y a eu au Parlement européen. Je crois que là, c'est l'occasion
au travers de ces électrochocs, de mettre davantage d'argent sur la table. Vous y voyez donc des opportunités ce soir. Je crois qu'il faut être pragmatique. Oui, on va tous se convertir au pragmatisme. On va parler dans quelques instants de l'isolationnisme présumé de Donald Trump. Nous parlerons également, Jean-Louis Gombault, des réformes économiques et des moyens pour les appliquer. Mais d'abord, on va se rendre aux États-Unis, à New York, avec Faustine Saint-Geniès, notre correspondante, et qui a demandé à des électeurs qu'elle a croisés de Donald Trump quelles sont leurs attentes le jour d'après aujourd'hui. Bonsoir Sonia, Donald Trump dispose effectivement d'une majorité au Congrès, ce qui lui permet de faire passer un certain nombre de mesures sans grande difficulté. Alors quelles sont les priorités de son électorat? D'abord, la suppression de l'Obamacare, vous savez, cette disposition mise en place par l'administration Obama et qui permet au plus grand nombre d'Américains de bénéficier d'une couverture santé. Un grand nombre de ses électeurs veulent la voir supprimée purement et simplement. Effectivement, pour eux, cela ne sert à rien et ils refusent de payer pour cette mesure, comme Carrie, que nous avons rencontrée il y a quelques instants. Régler les problèmes de sécurité sociale, revenir à la situation précédente et se débarrasser de l'Obamacare. C'est dingue ce que les gens subissent et les taxes qu'ils doivent payer qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ça, c'est vraiment un gros problème. En ce qui concerne la politique internationale du milliardaire, sa directrice de campagne, Kellyanne Conway, a passé plusieurs minutes à répondre aux questions des journalistes en bas de la Trump Tower où nous nous trouvons. Elle nous donne un petit aperçu de ce que sera la politique de l'administration Trump. Il dit à la communauté internationale, ce sera d'abord les États-Unis, mais je serai juste et je serai un bon partenaire pour vous. Une politique internationale résolument auto-centrée, quitte à remettre en cause certains traités, certains accords bilatéraux. Cela ne semble pas inquiéter plus que cela les électeurs que nous avons pu rencontrer. En revanche, ils ont une préoccupation concernant la stature de leur nouveau président. Ils veulent un président rassembleur, à l'image du discours de victoire qu'il a pu prononcer hier soir dans son QG de campagne. Voilà pour les attentes des électeurs de Donald Trump. Jean-Louis Gombault, on va revenir sur ce qu'a dit Faustine Saint-Geniès. L'une des attentes, c'est Obamacare, la fameuse réforme de l'assurance maladie pour les plus pauvres, les plus démunis qui seraient en sursis. Ça pourrait être l'une des premières actions de Donald Trump? Alors, ça ne sera pas sa première action, mais en tout cas, c'est un engagement qu'il a pris. Je pense qu'il est plus qu'en sursis, il est condamné. C'est-à-dire, après, comment ça va se passer concrètement pour supprimer l'Obamacare, chose sur laquelle il s'est engagé depuis le départ. Mais le premier mesure qu'il va prendre, il l'a dit, la première décision, donc ce sera peut-être le 20 janvier ou le 21 janvier, ça sera tout simplement la renégociation du traité nord-américain en matière commerciale. Il l'a dit, ça sera ma première décision. L'abandon du TAFTA, de toute façon... Comment ça se passe, Jean-Luc Gombault? Est-ce qu'on peut venir NAFTA. Non, le TAFTA, transatlantique. c'est le traité transatlantique. Le traité transatlantique. Ou alors il l'a renommé, il l'a rebaptisé. C'est le traité avec le Canada et le Mexique. S'il vous plaît, il y a deux choses. J'ai bien parlé d'abord du traité nord-américain, donc il va supprimer, qui était signé, et il va abandonner, il a décidé d'abandonner les négociations sur le traité transatlantique. Jean-Luc Gombault, est-ce que ça... Oui, Jean-Luc Gombault, comment ça se passe concrètement? C'est ce que j'étais en train de dire. Il n'y avait pas besoin je n'avais pas besoin de lui parce qu'elles sont déjà mortes. Donc il aura déjà une action plutôt dans le type relation économique internationale. Ça sera sa première disposition. Jean-Luc Gombault, juste une question, comment ça se passe concrètement quand on doit abandonner ce genre de transactions, de négociations? On s'assoit à la table, c'est ce qu'il va faire et dire, moi, je ne le fais plus, je l'ai promis cela à mes électeurs. Ça, c'est intéressant parce que effectivement, normalement, pour renégocier ou faire un traité international de ce type, il a besoin de l'accord du Congrès. Donc, est-ce que pour supprimer quelque chose qu'a voté le Congrès, il a besoin encore de l'accord du Congrès? On rentre là, justement, dans un des problèmes qui va se poser à Donald Trump. En fin de compte, il a beaucoup moins les mains libres que ne pourrait l'avoir, par exemple, un président français. Il n'y a pas de 49-3, par exemple, aux États-Unis. Ça n'existe pas. Pour l'ensemble des négociations, il est... Vous voulez dire qu'il est en cohabitation avec les Républicains? Oui, parce que aux États-Unis, les élus républicains ne sont pas liés au parti républicain, véritablement. Il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, l'Obamacare est passé grâce à l'appui d'un certain nombre de représentants républicains, grâce à la capacité de négociation. En fin de compte, le président des États-Unis, et ça explique peut-être son attitude aujourd'hui, en fait, sa capacité à négocier, c'est beaucoup plus qu'en France, qui est plutôt sa capacité à imposer, beaucoup plus qu'à négocier. Aux États-Unis, il faut négocier avec le Congrès, il faut voir avec la Cour suprême.
très important qui a, à maintes reprises, remis dans ses cordes le président des États-Unis dans l'histoire américaine. Donc, il sait bien qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Donc, attention, parce pour qu'on entend engager tout beaucoup ce qu'il va dire faire. qu'il a les coups des franges. Pas tellement, vous nous dites Non. ce soir, Jean Bizet. Moi, je voudrais dire que M. Trump est le président du pays le plus puissant du monde. Ce n'est pas le président le plus puissant du monde, parce qu'effectivement... C'est le président d'une puissance économique et militaire. Il est un petit peu sous tutelle du Congrès. Or, ça n'a pas été... C'était un long chemin. Je n'ai pas dit un chemin de croix, ça a été un long chemin pour faire en sorte qu'il soit accepté par les républicains. Mais, à mon avis, si vous voulez, il aura un grand rôle représentatif, mais il sera toujours obligé de demander l'avis du Congrès, essentiellement du Sénat américain. En ce qui concerne les traités internationaux, le fameux TTIP, bon, il est dans l'état que l'on sait. À mon avis, il va rester en cet état pendant quelques temps. Mais c'est le dernier clou sur le cercueil, c'est ce que vous nous dites. Non, si vous voulez, moi je considère, si vous voulez, que Trump est un chef d'entreprise. Il comprendra assez vite, si vous voulez, que les barrières non tarifaires, si vous voulez, qui représentent 15 à 20% du coût d'un échange commercial, c'est quand même pas inintéressant de repenser cette question, parce que si les États-Unis et l'Europe ne règlent pas cette question, ces normes, je dirais, techniques, administratives, seront imposées par les Chinois. Et ça, il va bien le sentir assez vite. Vous nous dites que c'est un chef d'entreprise, mais quel est votre avis, Général Trinquant et Pascal Joannin, en ce qui concerne l'isolationnisme? J'ai dit tout à l'heure présumé de Trump. Est-ce une vraie piste ou une fausse piste selon vous? Quand il dit America First, est-ce qu'il faut le prendre au pied de la lettre, selon vous? C'est assez contradictoire, c'est amusant, parce qu'il dit isolationnisme, on va se replier, mais en même temps, on augmente les budgets de la défense. Oui. On augmente les armées. Donc les armées, c'est quand même un peu fait, surtout aux États-Unis, pas tellement pour défendre les frontières, mais plutôt pour intervenir ailleurs. Donc c'est une première contradiction. L'autre point qui est en revanche sur la ligne de M. Obama, c'est le recentrage sur l'Asie. Et il dit très clairement, alors il parle de la Corée du Nord au passage en disant qu'il faut renverser le dictateur grâce aux Chinois, mais par ailleurs il faut contenir les Chinois. Donc c'est tout un programme. Oui, c'est tout un programme. Donc le recentrage sur l'Asie, qui est très important, qui est exactement dans la ligne de M. Obama, et le fait de renforcer l'armée américaine, qui est déjà absolument colossale aujourd'hui, qui a des moyens absolument colossaux, et en revanche, quand vous voyez pour Daesh, il vous dit 30 jours pour détruire Daesh. Donc ça veut dire que... Et que répond le général? Alors, c'est médiatique les 30 jours. 30, parce que si vous voulez, 30 jours, c'est fin février à peu près, hein, ou mi-février. Hein. Or, Mossoul et Raqqa, j'espère que ça sera tombé d'ici là. Premier point. Donc il aura peut-être plus grand-chose à faire à ce moment-là. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il est à la fois isolationniste, mais renforçant les moyens d'attaque, il se garde la possibilité de frapper fort, dur, là où il veut. Mais s'il se tourne vers l'Asie, Pascal Joannin, c'est qu'il tourne le dos vers l'Europe. Pas du tout. C'est ce qu'on disait à propos de l'OTAN. Mais pas du tout. Mais vous faites une erreur. Écoutez, vous avez l'air presque de trouver une opportunité dans son élection. Une erreur magistrale. Comme on l'a dit, Donald Trump, aujourd'hui, la seule chose qu'il ait à son passif, quelque chose, c'est qu'il est un entrepreneur. Et il est un businessman. Et il est le businessman, non pas de la première puissance économique du monde, je suis désolée de vous le dire, la première puissance économique du monde. C'est ce que me disent tous les économistes. Non. Il faut pas croire. Non. Avant-hier, Philippe de Sertine, économiste, mais Philippe de Sertine, il a économique du monde. C'est la première. Jean-Louis Gombault, la première puissance économique du monde. Si vous regardez en parité de pouvoir d'achat, c'est la première puissance économique. En revanche, la Chine est devenue la première puissance commerciale du monde. Mais les États-Unis restent la première puissance. Vous n'y êtes pas du tout. Vous n'avez pas regardé les économistes. Parce que moi, je travaille. Un petit peu. Je ne suis pas économiste. Hein, voilà. Mais je travaille avec les économistes, Philippe de Sertine, etc. La première puissance économique du monde et la première puissance commerciale du monde, c'est l'Union européenne en tant que telle. Bien sûr, ce n'est pas la France toute seule, ce n'est pas l'Allemagne toute seule. Le PIB de l'Union européenne à 28 est supérieur au PIB des Américains. Et c'est la règle. Et même les Américains le savent. Et bien entendu, le traité de l'Atlantique Nord, et non pas le traité nord-américain. Le traité nord-américain, c'est les 3 pays d'Amérique du Nord. On l'a compris, ce traité, l'épouvantail aujourd'hui. Bien entendu, celui qui est sur la table aujourd'hui, on va le mettre aux oubliettes. Mais le président
américain, qui est en effet la deuxième puissance économique du monde, après l'Union européenne, à 28, encore une fois, pas les États séparés, cet nouveau truc là qui existe et qui s'appelle l'Union européenne, forcément, il va vouloir négocier avec lui parce que, quand même, c'est le commerce transatlantique. Forcément, aujourd'hui. Tout est nouveau aujourd'hui. Expliquez-nous comment vous dites forcément. Moi, j'aimerais comprendre comment on peut avoir, par exemple, une telle assurance quand quelqu'un d'aussi nouveau arrive, que c'est une surprise, qu'il a tout bousculé. Comment pouvez-vous être sûr? Les Américains vous disent que le commerce transatlantique, c'est-à-dire celui qui se fait entre l'Europe et les États-Unis, reste aujourd'hui le plus important du monde. Et bien entendu, il se grossit avec le Pacifique, mais il reste le plus transatlantique. Donc, quand vous êtes le président américain et que vous arrivez, il va demain à la Maison-Blanche, on va lui dire « Coco, tu as dit tout ce que tu veux pendant la campagne, mais maintenant, regarde la réalité. » La réalité, c'est, bien entendu, il y a en effet un nouvel acteur qui est la Chine, qui prend de plus en plus de pouvoir et qui veut devenir le premier, ça j'en suis sûre. Mais regarde quel est le premier aujourd'hui et quelle est la réalité. Et donc, si tu veux faire du business, il faut faire aussi du business avec l'Europe. Alors, il y aura un nouveau traité qui sera négocié avec les conditions que Donald Trump voudra mettre du côté américain. Ce que dit Pascal mais c'est en effet économiquement... C'est qu'il n'y a pas de rupture finalement. C'est que les intérêts des Américains, c'est de négocier avec les Européens et qu'on va utiliser la marionnette Trump comme ça? Il y aura sans doute une rupture de façade, mais sur le fond. On connaît le code génétique des Républicains. À mon avis, ils voudront continuer à faire du business avec le reste du monde parce que, dans un premier temps, M. Trump sera obligé de renvoyer un message politique à l'Amérique qui souffre. Mais dans un deuxième temps, je crois très sincèrement que s'il ne remet pas sur le tapis, il faudra trouver, la sémantique américaine est aussi riche que la sémantique française en la matière, une autre dénomination d'un traité commercial. Mais Pascal Lamy le dit très bien, ces traités commerciaux sont de troisième génération. Les barrières tarifaires, elles sont écrasées à 5% en moyenne. Oui, par contre, les barrières non tarifaires, mais elles ont été extrêmement, je dirais, mal présentées par les ONG ou des associations environnementalistes adeptes de la décroissance. Si nous ne le faisons pas... C'est sûr, vu les critiques qui pleuvent, c'est mal présenté. Si nous ne le faisons pas de chaque côté de l'Atlantique, là encore, c'est l'Asie qui va prédominer en la matière et les normes administratives ou techniques imposées par l'Asie, ce ne sont pas les nôtres. Elles seront très difficiles ensuite d'être acceptées par le monde occidental. Jean-Luc Gombault, expliquez-nous, parce que depuis quelques jours, il faut bien l'avouer, c'est une sorte de mea culpa. Nous, quand je dis c'est un nous collectif, les experts, les journalistes, les sondeurs se sont vraiment trompés sur, c'est le cas de le dire, sur la portée de cette élection. Et aujourd'hui, ce soir, et dans d'autres médias, on a presque l'impression de dire que tout va continuer finalement, que Trump va se convertir au pragmatisme et que rien ne va changer. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que cette fois-ci, on ne se trompe pas encore? D'abord, tout va changer, faire cette fois, parce que toujours tout change. Donc, il n'y a pas de problème. Merci pour votre réponse. Voilà. Mais moi, ce que votre remarque m'inspire, c'est un parallèle avec un texte de Bergson sur août 14, où il dit à quel point il a été complètement surpris, écrasé par ce qui arrivait ce jour-là, et en même temps, la brutalité avec laquelle il prenait conscience que ça ne pouvait pas être autrement. Donc, en fin de compte, c'est ce dilemme. Et effectivement, quand on voit des résultats absolument surprenants, on se dit, mais c'est pas possible. Mais en fin de compte, ça ne pouvait pas être autrement. Et c'est ce qui se passe dans l'affaire Trump. On voit bien, progressivement, comment a évolué la société américaine ces dernières années, les divisions à l'intérieur de cette société américaine, depuis en fait la montée du Tea Party. Et on voit bien, un jour ou l'autre, il fallait bien que quelque chose sorte de ce type à un moment donné dans l'histoire récente américaine. Mais d'un autre côté, vous avez dans les mouvements historiques sur le plan économique des inerties fondamentales que vous ne pouvez pas remettre comme ça par une espèce de volonté avec moi, tout va changer, etc. La rupture, on connaît ce dialogue, ce débat en France. Et c'est pas au pouvoir d'un Donald Trump de changer comme ça cours de l'histoire. Quelle leçon, Dominique Trinquant, faut-il retenir? Parce que si on dit que l'Amérique profonde, comme on l'appelle, et d'ailleurs pas seulement l'Amérique profonde, a exprimé sa colère, même une forme de ras-le-bol parce qu'elle était humiliée et méprisée, et qu'on dit finalement que Donald Trump il va être encadré, presque guidé, ça veut dire qu'on ne respecte pas tellement la feuille de route qu'ont donné ses électeurs. Alors moi je pense qu'il y a deux choses. D'abord, Donald Trump et le mouvement de Trump n'est pas isolé dans le monde.
Le Brexit a précédé. Je rappelle que M. Poutine et Erdogan sont des populistes, qu'ils sont soutenus dans leur pays à 85%. Ce n'est pas vraiment le cas en Europe occidentale pour les gouvernements qui sont au pouvoir. Donc les mouvements populistes, c'est un mouvement de fond qui exprime le ras-le-bol du politiquement correct, de petits groupes d'intelligentsia qui s'imaginent que le monde se pilote comme ça sans prendre l'avis des citoyens. Je rappelle qu'en particulier pour l'Europe, si on avait demandé l'avis d'un certain nombre de citoyens, il est probable qu'on n'aurait pas les résultats d'aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est comme ça. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, aux États-Unis, ce qui est très intéressant, c'est que M. Trump, je rappelle qu'il combattait les démocrates, mais il a combattu les républicains. Il a combattu les républicains. Et aujourd'hui, il se retrouve avec un congrès, avec des sénateurs qui sont extrêmement puissants aux États-Unis, qui ne sont pas vraiment favorables à M. Trump. Donc là, la question va être une lutte interne. Il va découvrir que dans le bureau ovale, il va falloir qu'il négocie avec son propre parti un certain nombre de choses qui ne vont pas être acceptées. Donc ça c'est un phénomène intéressant. Donc je pense qu'il y a un phénomène global de populisme dont c'est une lame de fond actuellement dans le monde. Et puis le deuxième mouvement, c'est la Constitution américaine qui est très très particulière. Elle a été faite pour empêcher une dictature. Et donc les pouvoirs du Congrès sont absolument extraordinaires. Et là en plus, on dit c'est formidable, il y a des républicains partout, oui, sauf que les républicains n'étaient pas d'accord avec celui qui est élu. Donc là, on a un deuxième problème qui se pose. L'article 1 de la Constitution américaine, c'est les pouvoirs du Congrès. Article 1. Et l'article 2 du président. Donc vous voyez bien l'échelon, comment c'est fabriqué. C'est la raison pour laquelle je reviens, ce n'est pas l'homme le plus puissant du monde. C'est l'homme d'un pays extrêmement puissant, mais il va être entre les mains. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est quand même une nouvelle ère, qu'une page est tournée, qu'on est dans un monde différent? Comme l'a dit le général, il y a un mouvement populiste de fond, il y a une certaine lame de fond. Et nous recevions ce matin au Sénat, en audition à la Commission des Affaires européennes, le secrétaire d'État aux affaires européennes italien, M. Sandro Gozzi. Et nous sommes très attentifs à voir comment va se comporter le peuple italien lors du référendum du 4 décembre, où le mouvement 5 étoiles populiste par excellence de Beppe Grillo risque d'emporter une réforme institutionnelle nécessaire de l'Italie. Si là aussi ce pays sombre, je dirais, dans l'incohérence, effectivement, c'est très, très inquiétant. Mais moi, personnellement, je n'ai pas été ému, si vous voulez, par les propos du président Hollande quand il a dit on rentre dans une période d'incertitude. Moi, je trouve qu'on vit une période extraordinaire pour l'Europe. Elle doit se reprendre en main sur le plan, je dirais, de la défense et de la politique de sécurité. Elle doit affirmer sa puissance économique. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. Et je suis intimement persuadé que Pardonnez-moi, oui. Pour le président de la Commission européenne que vous êtes, quand le général Trinquant dit qu'on est presque encerclé par, on va l'appeler, le populisme ou les populismes en Turquie ou en Russie. Alors il y a d'autres exemples évidemment en Europe. Qu'est-ce que en Hongrie, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous trouvez que c'est une période extraordinaire? Oui, parce que c'est un moment de choix. On est obligé de faire des choix. On n'a pas été très habile. C'est l'heure de vérité. On n'a pas été très habile en matière sur le partenariat oriental. On a remarqué, comment il s'appelle, M. Poutine n'attendait qu'une chose, notre faiblesse, c'est qu'on trébuche. Nous avons trébuché. Là, si vous voulez, moi je pense qu'on a une occasion de réenchanter le rêve, je dirais, européen pour l'ensemble de nos concitoyens. Mais il faut y mettre de l'argent, il faut qu'il y ait une stratégie. Et il faut qu'on ait une orientation politique. Même sur un plan agricole qui est plus mes dossiers ou agroalimentaires, on voit très bien la stratégie du Farm Bill depuis des années et l'absence de stratégie de la PAC, si vous voulez. C'est flagrant. Pascal Joannin, vous savez qu'on a entendu cette phrase, il faut réenchanter le rêve européen, il faut rendre l'Europe aux citoyens. On l'a entendu quand? Après le Brexit. On entend de nouveau ce discours. Oui, mais moi, ça reste un discours. Je ne suis pas aussi radicale que certains qui veulent renverser l'Europe telle qu'elle existe et dire qu'il faut changer l'Europe. C'est vrai que ça marche, alors ainsi. Non, d'abord, vous oubliez, parce que vous faites le... Non, je pousse le questionnement, c'est différent. Vous faites l'analyse du temps présent. Ça va moins bien, mais ça va moins bien partout. Parce que si Trump était là aujourd'hui, ça va moins bien partout. Ce qui se passe en Europe, c'est quand même, depuis 1950, nous n'avons pas fait la guerre générale. Vous l'avez fait sur des théâtres extérieurs, vous ne l'avez pas fait au sein de l'Europe. Nous nous sommes détruits mutuellement pendant des millénaires. Et c'est
ces populistes que vous dites, ils ne revendiquent qu'une chose, c'est le retour aux nations pour qu'on se refoute sur la gueule. Excusez-moi, comme ça. Voilà. Alors, les nations européennes. Mais voilà. Alors, on a réussi un formidable challenge. On est la première puissance du monde en PIB, pas en matière militaire, mais en PIB économique. Donc, Donald Trump, il a sur la carte aujourd'hui, aux États-Unis, il va vouloir rebattre un peu les cartes et il a promis à ses électeurs un certain nombre de choses qu'il va falloir qu'ils tiennent. Et il a, malgré le fait, le Congrès, etc., il a les cartes un peu en main pour les réformes intérieures. Pour ce qui va se passer sur la scène internationale, il a d'autres acteurs. Alors, il a M. Poutine, il a M. Erdogan, il a M. le Chinois, il a les Européens. Et puis, il en a d'autres. Voilà, les Mexicains tout de suite au sud. Donc, il va falloir qu'il joue avec tous ces gens-là. Et il n'a pas forcément, dans ce jeu-là, les cartes maîtresses. Parce que, comme l'a dit Jean Bizet, il est l'homme peut-être de la plus forte puissance militaire. Mais il n'est pas le maître du monde. Il n'est pas le maître du monde. Il va falloir qu'il trouve des alliances, il va falloir qu'il mette des deals, puisque c'est son grand mot, et bien entendu, il trouvera un jour les Européens. Alors peut-être que les Européens revendiqueront à ce moment-là aussi quelque chose en lui disant mais la facture à payer n'est plus la même que celle que maintenant, parce que c'est ça aussi ce qu'on attend des Européens, c'est qu'ils s'organisent et qu'on pèse davantage. C'est-à-dire que cette puissance qu'on a aujourd'hui, mais qui est un peu émeutée, pèse plus lourd. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions, comme moi, je dis que le mot d'ordre qui s'impose, c'est « Make Europe great now ». Oh yeah, great, thank you so much. It's a time, si je puis dire, il est vraiment temps. Général Trinquant, la conclusion, c'est vraiment, en tous les cas, sur l'aspect géopolitique, on va voir les effets assez rapidement. Je crois que pour les dossiers dont j'ai parlé, alors il y a un dossier qui m'inquiète, en revanche, c'est l'Iran, parce que ça, c'est un peu plus compliqué. Mais sur Daesh, sur la Russie, moi j'applaudis. Il y a enfin de la réelle politique, si j'ose dire, et de la cohérence qui vont amener à des solutions. Maintenant, effectivement, sur l'Iran, qui est vraiment un effet majeur au Moyen-Orient, il va falloir voir s'il veut aller jusqu'au bout de ce qu'il a dit sur l'Iran. L'épreuve des faits, on aura l'occasion d'en reparler. Merci pour ce débat franc, vif et j'espère passionnant pour les téléspectateurs. La suite de cette édition spéciale et après la victoire de Donald Trump, opération récupération en France. Les responsables politiques de tous bords y voient des leçons à tirer pour l'Hexagone. De Jean-Luc Mélenchon, en passant par Nicolas Sarkozy jusqu'à Marine Le Pen, qui profitera le plus du vote anti-système? C'est le thème du match des idées qui opposera dans quelques instants le journaliste André Berkoff à Éric Fotorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1. Et c'est juste après la pause. À tout de suite. Public Sénat crée l'événement avec Sud Radio et TV7 Bordeaux pour une émission exceptionnelle avec Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite et du centre. Territoire d'info, demain à 7h30 en direct de Bordeaux sur Public Sénat et Sud Radio. Crise de la famille, raté de la politique d'intégration, absence de projet collectif. Comment stopper l'engrenage de la radicalisation de certains jeunes? Des hommes et des femmes qui tentent de déjouer le piège tendu par les réseaux djihadistes témoignent. Et dans le mot islam, il y a le mot soumission, tu as raison, mais il y a aussi le mot paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soumission sans paix. Normalement, un être humain s'émeut devant la mort. Là, ils vont faire en sorte que les jeunes s'habituent à la mort, qu'il n'y ait plus d'émotion. Je me bats pour tous ces gens à qui c'est arrivé et pour tous ces gens à qui ça peut arriver et qui regardent leurs enfants et se disent mais demain, il peut partir directement en Syrie. Djihad, les contrefeux, samedi à 22h sur Public Sénat. Voilà, et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant, en direct bien sûr, édition spéciale après la victoire de Donald Trump, avec cette question à présent, quelles conséquences sur la campagne électorale en France? Que ce soit sur le fond, avec les thèmes portés, ou sur la forme, avec l'enjeu des sondages qui se sont complètement trompés. L'onde de choc de l'élection de Donald Trump est importante. Cette élection anti-système gonflerait les voiles de Marine Le Pen pour 2017. On en parle avec nos invités ce soir. André Berkoff, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et bienvenue, essayiste, journaliste, et vous aviez réalisé pour Valeurs Actuelles l'interview de Donald Trump, la première interview en Europe de celui qui est aujourd'hui le président élu. Avec nous, Éric Fotorino, bonsoir. Bonsoir Sonia. Directeur et fondateur de l'hebdomadaire Le 1. Messieurs, d'abord, André Berkoff, justement, puisque vous avez été l'un des premiers à l'interviewer en Europe, et vous aviez dit, je me souviens, sur ce plateau, attention, il y a autre chose que l'outrance, que la transgression, que la harangue derrière le personnage de Trump. Il y a un phénomène beaucoup plus complexe. Est-ce qu'on n'a pas voulu le voir ou est-ce qu'on n'a pas su l'appréhender? Non, je crois qu'on n'a pas voulu le voir. D'abord, c'est extrêmement simple. Si vous voulez, je vais être un peu rude. Vous avez quand même une génération médiatico-politique
qui a pris un peu l'habitude de raisonner en poulet en batterie. C'est-à-dire, il y a formol, formation, formatage. Donc, ceux qui sont du milieu, ça se passe très très bien, on discute dans ce genre de milieu, on est entre genre de bonne volonté, propre sur soi, et on se quitte, on se fait des amabilités. Et puis il y a les autres. Les autres qui sont un peu bruts de décoffrage, qui sont pas très proches, qui utilisent leurs doigts quelquefois pour manger. Donald Trump. Donald Trump, il ne faisait pas partie du milieu. Même s'il était milliardaire, il fait partie du système, attention. Mais pas du milieu. Pas du milieu, c'est très important. Nuance importante. Donc ce type arrive, survient et fait cette campagne hallucinante. Je voudrais raconter deux choses. Quand je suis allé le voir, ici comme à New York, on m'a dit mais qu'est-ce que tu vas voir ce type? Va le voir très vite, publie très vite, parce que dans un mois, il est oublié. Il fait ça pour la publicité de ses immeubles et de sa marque, le reste, il s'en fiche. On a vu le résultat. Et enfin, je crois qu'il y a eu quelque chose qui a été vraiment de l'histoire du déni. Et regardez, les sondages, n'en parlons pas, enfin, parce que les sondages, il y a vraiment quelque chose à dire sur cette tyrannie, sur ce conditionnement des sondages. Et enfin, la manière dont un certain nombre de sachants et d'experts ne se relaient qu'entre soi et ne voient plus du tout ce qu'il y a un peuple. Oui, ça ne les intéresse plus. C'est une vraie question. Hein. D'ailleurs, le New York Times et le Washington Post, via leurs éditorialistes ce soir, ont publié des mea culpa, une autocritique, j'allais dire, courageuse, sincère, franche, directe, qui nous oblige aussi peut-être. Il est un peu tard, mais c'est vrai. Moi, je pense que... Alors, c'est un combat ou un débat, mais je suis assez d'accord avec ce que dit André sur ce point-là. Parce que le déni, c'est que Donald Trump, c'est un produit de l'Amérique. Nous, le 1, on a fait au mois de mai un numéro qui s'appelait « Trump, c'est aussi l'Amérique ». Et effectivement, il allait voir des électeurs qu'Hillary Clinton n'allait pas voir, notamment les mineurs du charbon. Il allait les voir. Il leur disait, vous savez, si je suis élu, vous avez intérêt à vous reposer maintenant parce que moi, je vais vous faire bosser. Alors elle allait même pas les voir en considérant que ça n'existait pas. Donc si vous voulez, cette fracture entre les élites mondialisées, comme on dit, et le peuple, eh bien, c'est quelque chose que l'administration Obama et Obama lui-même n'a pas su gérer, entre guillemets. 120 millions d'exclus dans l'Amérique d'Obama. 120 millions de personnes dont les revenus n'ont pas bougé pendant 35 ans. Donc, bien avant Obama, $16 000 par an. Donc, ces gens-là, à un moment donné, 120... Vous savez, on dit la rage des classes moyennes blanches, du petit blanc, etc. Mais ce sont des gens qui se sont dit à un moment donné, lui, Trump, il boit pas de vin, il boit de la bière. On comprend ce qu'il dit. Après, ça aura des échos avec Marine Le Pen. On comprend ce qu'il dit. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ces gens-là, ils y sont allés. C'est important ce que vous dites, parce que André Barkov, depuis ce matin, on lit et on dit que c'est la fin du rêve américain. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que quelque part, Donald Trump ne l'incarne pas d'une autre manière? Certains, même les plus déshérités, les plus etc., ont envie de lui ressembler, qu'on le veuille ou pas. Tout à fait, mais je vais vous dire, moi je suis allé à un de ces meetings, je suis allé le voir, mais je suis allé à un de ces meetings, et j'étais très frappé, il y avait évidemment 30 000 personnes, etc., côté rockstar, mais c'est pas ça le problème. Le problème, je demandais à Jean combien vous gagnez par mois. Il disait 1 500, $2 000, $3 000. J'ai dit, mais attendez, et vous suivez, et vous avez envie de suivre jusqu'au bout, un multimilliardaire? Je comprends pas. Il me dit, mais attendez, c'est très simple. Lui, il ne sera pas acheté par un lobby, il n'a pas besoin d'être vendu, il a son fric. Et puis deuxièmement, et surtout, il dit ce que nous, on ne peut pas dire. Là, je rejoins tout à fait Eric, c'est-à-dire que si cette Amérique désenchantée, cette Amérique désincarnée, cette Amérique oubliée, eh bien cette Amérique périphérique, comme on a la France périphérique. Comme en France, voilà. Et là on a l'excellent livre, des excellents livres de Christophe Guilluy. Voilà, non mais c'est-à-dire que c'est vraiment le même problème. Et en 2 mots, je voulais quand même donner une image, Guilluy l'a nommé, mais moi je suis très frappé. Si vous voulez, tout se passe comme si une élite a donné un plan de licenciement massif à toute la petite classe, petits agriculteurs, petits commerçants, petits ouvriers, etc. En disant, écoutez, débrouillez-vous, on n'a plus besoin de vous. Et bien ceux-là, ils ne sont pas très contents et ils le montrent. Éric Fotorino, je vais vous laisser réagir. Je voudrais d'abord qu'on fasse un tour d'horizon des réactions politiques en France, parce qu'on va parler à présent des éventuels effets et conséquences. C'est un tour d'horizon préparé par Sophie Normand-Couturier. L'élection de Trump ou la nouvelle pomme de discorde entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État qui y voit un refus de la pensée unique et s'adresse au cœur de son électorat. Le message du peuple américain doit être entendu. Il exprime une volonté de changement. Il exprime le refus d'une pensée unique. Cette pensée unique qui ne voit pas l'exigence des peuples quant à la maîtrise de l'immigration et au respect
des frontières. De son côté, le maire de Bordeaux agite le spectre de l'extrémisme et se pose en rassembleur pour 2017. Il y a des leçons à tirer aussi pour la France. Je ne veux pas que la France s'engage dans la voie de l'extrémisme et de la démagogie. C'est la raison pour laquelle, plus que jamais, je veux rassembler tous ceux qui se font une certaine idée de la France et de la République. Elle tente de tirer son épingle du jeu. Marine Le Pen s'est empressée de féliciter le nouveau président américain et voit dans sa victoire une bonne nouvelle pour ses ambitions présidentielles. Les Américains ont voté. Ils ont refusé le statu quo. Ils ont montré par une décision qui a surpris ceux qui croient que les situations sont immuables, que le monde bouge. Marine Le Pen, Donald Trump, même scénario catastrophe pour le premier secrétaire du PS. Dans un tweet, il met en garde le parti, appelle au rassemblement de la gauche, appel jusque-là pas entendu. Éric Fotorino, ce qui est frappant, c'est que tout le monde voit, j'allais dire, Trump à sa porte, c'est un petit peu ça, chacun tire les leçons à son avantage, ou en tous les cas pour provoquer un électrochoc en vue de 2017. Oui, bien sûr. Alors, ce qui nous occupe en ce moment, c'est la primaire de la droite. Et c'est intéressant parce que, comme nous disent les sondeurs, alors on verra, sur un corps électoral qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si les gens vont vraiment aller voter, etc. Bref, ce qu'ils nous disent, c'est qu'Alain Juppé est largement devant Nicolas Sarkozy. On nous dit même que les nuages de points sont cohérents et convergents. Très bien. Les nuages de points, j'adore. Voilà. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est que Alain Juppé, son score, c'est dû au fait qu'il catalyse l'anti-Sarkozy. Mais demain, est-ce que les électeurs à la primaire ne vont pas se dire, est-ce qu'on élit quelqu'un contre Sarkozy ou est-ce qu'on élit quelqu'un, si on élit en plus le futur président à ce premier tour de la primaire, au deuxième tour de la primaire, celui qui pourra être le plus fort contre Marine Le Pen, dont il est quasiment assuré qu'elle soit au deuxième tour. C'est plus la même chose d'avoir un président pour tant de paix et un président pour tant de guerre. Surtout avec ce contexte, avec Poutine, on connaît, on voit maintenant Trump, donc on se dit, est-ce que c'est un président pour tant de paix? Alors là, c'est peut-être Juppé, ou est-ce que c'est un président pour tant de guerre? Et là, c'est peut-être Sarkozy. Est-ce que ça bouscule, oui, tous nos calculs, tout l'échiquier, tout le puzzle en ce moment? Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer pour la primaire à droite, qui me paraît, et je l'avais dit ici, chez vous, au jeune Geoffroy Didier, qui était emporté par la tourmente très vite, dans les alluvions. J'avais dit que c'était un cancer métastasé pour la droite, et on le voit tous les jours. Une connerie intégrale, excusez-moi du mot. Maintenant, vraiment, par rapport à ça, ce qu'on espère, je vais vous dire, Trump, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, sauf sa franchise, sauf de dire les choses, les mots, de mettre les mots MOTS sur les mots MAUX de façon extrêmement brute de décoffrage. Et moi, vraiment j'attends que nos hommes politiques français sortent de leur langue de bois, sortent de leur petite manœuvre pour, voilà. Pourtant, il y en a qui ont un discours, j'allais dire, brut de décoffrage, parfois. On reproche parfois au style de Nicolas Sarkozy. Si on va dans les meetings, qu'on entend certaines phrases, j'imagine que si vous étiez aux deux meetings, Sonia, vous auriez pu très comparer bien, ça. Mais il l'a toujours fait, c'est très bien. Je rappelle quand même que si Nicolas Sarkozy dit aujourd'hui, formidable, le peuple a parlé, mais il était pour Hillary Clinton il y a 4 jours. Je veux dire, bon, alors aujourd'hui, on se raccroche aux branches, c'est très bien, tout le monde se raccroche aux branches. Le problème, il n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de franchise et de presque brutale, même pas presque, brutale. Qui va nous la donner de façon forte? Aujourd'hui, je ne vois pas encore qui la donne. Vous ne voyez pas encore, et pourtant, Éric Fotorino, celle dont on dit que ces voiles sont gonflés par ce vote anti-système, c'est Marine Le Pen. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elle a le monopole du candidat, de la candidate anti-système? Je ne dirais pas qu'elle a le monopole, mais c'est vrai qu'elle n'a pas de bilan. Nicolas Sarkozy a un bilan. Et si on regarde les candidats de la primaire, François Fillon, à son niveau, a un bilan. François Hollande a un bilan. Donc effectivement, je pense que Marine Le Pen, elle incarne précisément ce que Trump peut représenter, c'est-à-dire, c'est elle qui dit, on comprend ce qu'elle dit. Vous savez que son programme, on dit maintenant que demain, elle a quasiment un programme du Parti communiste d'autrefois. C'est-à-dire que socialement, c'est très à gauche d'une certaine manière. Je ne parle pas sur l'immigration, etc. Donc, mais ça chatouille Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, ça prend d'ailleurs beaucoup à Mélenchon dans la mesure où lui est toujours sur l'ouverture, les migrants, et donc ce ne sera pas évident. Beaucoup de lecteurs de Mélenchon sont passés chez Marine Le Pen et vont passer. Donc bien sûr qu'elle incarne ça. Mais si vous voulez, le pire, je trouve, d'une certaine manière, en tout cas le plus dangereux, c'est que toujours entre l'original et la copie, vous prenez l'original. Et si Sarkozy continue la ligne Buisson sans Buisson, qu'il avale, comme je dis quelquefois, la ligne et l'hameçon, il n'ira jamais au point
de représenter ce que Marine Le Pen peut représenter dans différentes régions. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus, si vous voulez, plumer la volaille FN comme François Mitterrand avait plumé la volaille communiste en son temps. Et on a vu avec quel succès. Il y en a un autre qui voudrait plumer, si je puis dire, je vais reprendre votre expression un peu osée, qui veut un petit peu voler peut-être des voix et à gauche, à droite, c'est Emmanuel Macron. Il s'est exprimé aujourd'hui. Il a dit, ça va vous intéresser, André Berkoff, il faut écouter le peuple. Moi, je ne fais pas partie du système. J'allais vous en parler d'Emmanuel Macron. Si vous voulez, vraiment, non mais tout à fait, la personne qui va, je crois, troubler le jeu de quilles, c'est lui. Incontestablement, je ne sais pas s'il va y réussir, je ne sais pas s'il a la personnalité et la force, parce que Donald Trump, il ne faut jamais l'oublier, il a cette espèce d'hallucinante énergie, parce qu'il faut se rappeler comment il a troncé ses concurrents à la primaire des Républicains. Plus de 16 candidats, tout à fait. Mais à la télévision et ailleurs. C'est ça, la limite, c'est l'incarnation. On est dans un système où, paradoxalement, c'est Jérôme Fourquet qui dit ça de l'IFOP, et je crois qu'il a vraiment raison, c'est que, paradoxalement, ces primaires renforcent les institutions de la 5e avec leur personnalisation. Et du coup, on a besoin encore d'incarnation encore plus forte. Oui, mais excuse-moi, Eric, avec la contradiction que ça ramène le régime des partis avec une force violente, alors que la 5e République s'est construite contre le régime des partis. Oui, mais c'est même plus des partis, oui, ce sont des officines et des écuries. Non, c'est plus des Et messieurs, l'un des messages les plus froids qui a été adressé aujourd'hui au président élu Donald Trump a été probablement, certainement d'ailleurs, celui de François Hollande. Je voudrais vous entendre là-dessus, on va l'écouter. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Je dois l'aborder avec lucidité et clarté. Les États-Unis constituent un partenaire de tout premier plan pour la France. Et ce qui est en jeu, c'est la paix, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est la situation au Moyen-Orient, ce sont les relations économiques et c'est la préservation de la planète. Sur tous ces sujets, j'engagerai sans tarder une discussion avec la nouvelle administration américaine. Elle entrera en fonction le 20 janvier. Mais je le ferai avec vigilance et franchise, car certaines positions prises par Donald Trump durant la campagne américaine doivent être confrontées aux valeurs et aux intérêts que nous partageons avec les États-Unis. Le président français qui met donc en garde Donald Trump sur un certain nombre de sujets et qui parle d'une période d'incertitude. Que faut-il en penser, André Berkoff? Est-ce que notre logiciel est le bon alors que l'Amérique de Trump s'est imposée à nous tous? Écoutez, d'abord, franchement, est-ce que c'était le moment que le brave petit François Hollande vient dire « Attention Trump, si tu ne prends pas ce qu'on a fait à la COP 21, tu vas voir ce qui va t'arriver ». C'est quoi ce discours? Franchement, attention, il est là avec ses petits poings en disant attention mon petit Donald, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il ne lui donne pas un blanc-seing peut-être. Non, mais c'est pas une question de blanc-seing, c'est qu'il fallait saluer et laisser les choses après et pas dire la France va s'avancer. C'est encore cette espèce de discours où les mots n'ont rien à voir avec les choses. Vous êtes d'accord, Éric Fotorino? J'allais dire malheureusement un peu quand même, oui, mais aussi je pense que on voit bien, vous savez, la France, on dit que c'est plus une grande puissance, mais c'est une moyenne puissance, voire une moyenne impuissance. Et vous savez, le body language, comme disent les Américains, quand on voit Hollande dire attention à Donald, il n'est pas crédible. Et ce qui me navre, moi, c'est pas tant ce qu'il dit sur le fond, après tout on peut le partager, mais c'est simplement, les mots ne sont plus audibles parce que celui qui les porte n'est plus crédible. Et ça, je pense que c'est difficile, quel que soit le président élu. Alors maintenant, je voudrais qu'on conclue ce match des idées avant de recevoir dans quelques instants pour le grand entretien, c'est le journaliste et éditorialiste Jean-Michel Apathy. Je lui poserai d'ailleurs la même question, André Berkoff, sur tout le discours qu'on a eu tout au long de cette campagne américaine. Il y a une véritable leçon à tirer. Leçon d'abord, vous l'avez dit, c'est le populisme, leçon pour l'Europe, pour le monde, et également pour les experts, pour les journalistes, pour les sondeurs. Il y a eu beaucoup de discours moralisateurs, maintenant qu'on appelle l'establishment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on y met. Quelle leçon est-ce qu'il faut tirer de cela? Est-ce qu'il y a une responsabilité lourde, importante? Qu'est-ce qu'on n'a pas voulu voir? C'est très simple. Où les gens, les responsables
les sachants, comme on dit, médiatico, politico. Vous en faites un peu partie, non, ces sachants, même si vous avez un discours très direct. Oui, enfin moi j'essaye d'avoir un discours en tout cas un tout petit peu différent. Enlevez-le un tout petit peu, il est différent. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que ce qu'ils ne comprennent pas, ce que nous ne comprenons pas, je ne me mets pas en dehors, c'est que si on continue comme ça, on va être décrédibilisé complètement. Moi j'ai été frappé par une chose chez Trump, c'est que Trump, il doit une partie de sa réussite à la manière dont il a fait l'ubérisation de la politique, parler directement via les réseaux sociaux à ses électeurs, citoyens, consommateurs. Et si on continue comme ça, alors que je crois tout à fait dans le journalisme, le vrai journalisme qui fait en perspective, qui sélectionne, eh bien si on continue comme ça à faire de l'idéologie sous prétexte d'objectivité, eh bien on va se casser la gueule. Éric Foton, je vais vous laisser répondre et en même temps je vais vous montrer vos unes. Oui. Celle-ci, donc c'était Trump, c'est aussi l'Amérique. Et j'avais lu vraiment pour préparer les débats ce dossier incroyablement complet et qui était finalement prémonitoire. Oui, bien sûr. Et voici le dernier en date. Good Morning America. Avec un aigle qui n'est pas très sympathique. Mais c'est vrai que ce que dit André Berkoff sur le journalisme, je le partage parce que, vous savez, on parle beaucoup en ce moment de l'indépendance des journalistes, on parle de Bolloré, etc. Mais je crois que la pire des soumissions, c'est la soumission aux préjugés. C'est-à-dire que quand on va au devant du réel, en considérant que le réel n'existe pas et qu'il doit être ce qu'on pense soi, il ne faut pas faire ce métier. Parce que être journaliste, c'est être bousculé par le réel. Même si le réel ne vous déplaît, vous ne pouvez pas le changer. Vous devez, c'est ça le boulot. Il faut le décortiquer, il faut l'expliquer. Voilà. Et ça, moi, je crois que c'est très important. Et ce qu'on voyait Robert Kagan, par exemple, expliquer, donc ce politiste dans Le 1 il y a quelques mois, il disait mais Trump, c'est un produit. Le Parti républicain a ouvert la brèche. Trump a attrapé tout ça. C'est pas lui qui a inventé le racisme aux États-Unis. Le Parti républicain est rentré là-dedans contre Obama. Et ils ont démoli la Maison Blanche et toutes les institutions contre Obama. Et ils ont récolté Trump. Donc c'est ça qui est, je trouve, très simpliste quand on dit ah oui mais Trump c'est pas possible. Bien sûr que ça, moi je trouve ça terrible pour l'Amérique, mais en même temps il faut bien voir que le discours médiatique a été aveugle. Et regardez, Brexit, ça ne devait pas arriver. Souvenez-vous 2005, le référendum constitutionnel en 2005. Je me souviens qu'au Monde, j'étais à l'époque journaliste au Monde, bien on ne pouvait pas dire qu'on allait faire un reportage sur les nonistes parce que les nonistes n'existaient pas. Ils ont existé le jour du suffrage. Rappelez-vous une chose, voilà, c'est très simple. Si un journaliste, et je rejoins Éric là-dessus, victime de préjugés, vous savez, il en arrive à ce que Bertolt Brecht disait, on dissout le peuple. C'est vrai que le peuple, il nous gêne, ce peuple. Ah non, mais il nous embête. Changeons de peuple. Il ne vote pas bien. Et nous savons mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ouais. Voilà. Cette posture paternaliste, imbécile, doit disparaître. Merci en tous les cas, messieurs, pour ce match des idées très franc. Merci à vous. Dans quelques instants, c'est le grand entretien avec le journaliste Jean-Michel Apathy. Pour son livre, on prend presque les mêmes et on recommence. On évoquera, là, c'est la vie politique française. Dans quelques instants également, la revue de presse. On va découvrir les unes de vos quotidiens demain. Mais d'abord, le tour d'horizon des réactions politiques en France après la victoire de Donald Trump. La large victoire de Donald Trump ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du monde occidental. Pour le président du Sénat, il faut avant tout en tirer des leçons. Pour le gaulliste que je suis, la décision du peuple est la seule légitimité incontestable. Nous devons aussi tirer de cette élection quelques enseignements. Les analystes, les experts, les sondages n'ont sans doute pas mesuré l'exaspération du peuple américain. Son rejet d'une forme de certitude affirmée par une part des élites. Et au fond, la vérité des urnes est la seule vérité qui compte, ce n'est pas celle des commentateurs. Du côté du gouvernement, l'arrivée du nouveau locataire à la Maison-Blanche suscite de nombreuses inquiétudes. Ségolène Royal appelle à la plus grande vigilance. Donald Trump a défendu pendant cette campagne des avis absolument invraisemblables. Il a remis en cause les effets du dérèglement climatique, du réchauffement climatique. Il va falloir être extrêmement vigilant et riposter à chaque fois que des tentatives seront faites pour affaiblir cet accord. Cet après-midi, devant les députés à l'Assemblée nationale, Manuel Valls préfère envoyer un message d'espoir et appelle les Français à lutter contre le risque populiste. Rien n'est jamais écrit à l'avance et notre responsabilité, et j'ai ma part à y prendre, c'est donc de travailler sans relâche au service des Français
pour leur redonner de la fierté et de l'espoir d'y croire, parce que plus que jamais, je crois que les Français attendent de l'espoir. Pour le candidat à la primaire de la droite, François Fillon, l'élection de Trump est l'occasion d'adresser un message à ses électeurs. Cette élection, après le Brexit, ouvre une période d'incertitude. Et face à cette incertitude, les dirigeants politiques français doivent faire preuve de calme, de sérénité, mais aussi d'indépendance et de vision. C'est pas la première fois que les sondages sont démentis par les faits. Ça a été le cas pour le Brexit, c'est le cas aujourd'hui pour l'élection de M. Trump, et ça sera le cas le 20 novembre prochain pour l'élection à la primaire de la droite et du centre. Et c'est l'heure de la revue de presse. On va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens. Vous vous en doutez, un seul thème demain, Le Figaro avec l'ouragan. Et cet éditorial également, la colère des peuples qui n'a pas été entendu, le peuple humilié, américain, oublié. Libération, fond noir, on distingue la chevelure de Donald Trump avec ce titre American Psycho. Vous allez le voir tout de suite, la une de Libération. Autre une, Ouest France, le séisme de Trump, une victoire nette et incontestable, des sueurs froides pour les Européens. Et si la France également se trumpait, point d'interrogation. Enfin, les Échos, avec le saut dans l'inconnu, c'est un dossier spécial de 10 pages, notamment sur le programme économique et les enjeux commerciaux avec l'administration à venir de Donald Trump. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. Et mon invité ce soir est journaliste, éditorialiste. Il observe, analyse et commente depuis de nombreuses années notre vie politique française. Je ne l'ai pas dit. Il est l'auteur du livre « On prend presque les mêmes et on recommence » chez Flammarion. Bonsoir et bienvenue Jean-Michel Apathy. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, aux États-Unis, ils n'ont pas pris les mêmes, sans doute pour éviter un éternel recommencement. On va parler en détail de votre livre sur notre vie politique française. Mais d'abord, cette victoire de Donald Trump, peut-être que vous avez entendu l'échange entre Éric Foton-Druneau et André Berkoff. Est-ce que c'est l'heure aussi, pour nous tous, de l'introspection, du mea culpa? Il ne s'agit pas de se frapper. Je ne crois pas du tout que ce soit l'heure de l'introspection pour les journalistes. Alors d'abord, les Américains ont repris les mêmes. Hillary Clinton, depuis longtemps dans le système, il est évident qu'Hillary Clinton n'était pas une bonne candidate. Elle a fait plus de voix que Donald Trump. Alors le système électoral donne plus de grands électeurs à Donald Trump, mais quand Gérard Larcher, président de cette noble institution, dit le peuple a parlé, oui, bien sûr, il a parlé selon des règles, mais Hillary Clinton a eu plus de voix que Donald Trump. Les journalistes, qu'est-ce qu'ils ont à voir, les journalistes, avec le... Jean-Michel Apathy. Avec le vote de Donald Trump. Donald Trump. Des semaines, on nous dit la même chose. On nous dit c'est le choix de la raison qui va s'imposer. Ce sera Hillary Clinton, ce n'est pas possible. Ah bon, vous êtes peut-être le seul alors. Ah, je veux bien être le seul. Le lundi qui précède l'élection, c'est-à-dire il y a 2 jours, un sondage américain, Californie, 55 grands électeurs, Hillary Clinton, 46%. Donald Trump, 45%. C'est ça l'estimation du vote. C'est-à-dire que les sondages aux États-Unis disent ça va être ric-rac. Donc ils disent pas ça va être Hillary Clinton. Les doigts dans le nez, ça n'a jamais été dit. Hillary Clinton a fait une mauvaise campagne. Dans la dernière semaine, on voit Donald Trump remonter. Alors mais Donald Trump, qu'ont fait les journalistes avec Donald Trump? Ils ont dit mais monsieur, vous racontez n'importe quoi. Donald Trump dit dans sa campagne le réchauffement climatique, c'est un complot pour faire baisser l'économie américaine. Alors les journalistes disent mais ils font leur travail. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? C'est ça qu'ils ont fait les journalistes. Oui, très bien. Non mais attendez. Depuis 1945. Vous avez lu le New York Times, vous avez lu le Washington Post. Qu'est-ce qu'ils font ce soir, les éditoriaux? Donc il y a véritablement un problème. De mon point de vue, il y a un problème. On est d'accord. Si on pense... Non, il y a un problème. Je suis stupéfait que le New York Times dise on n'a rien vu. Non, je ne crois pas qu'ils aient rien vu. Des enquêtes... eux-mêmes disent qu'ils n'ont rien vu et vous croyez qu'ils ont tort de demander pardon? Des enquêtes sur le déclassement social, le déclin industriel dans la presse américaine, mais il y en a eu des kilomètres. Donald Trump, il a joué avec tout ça. Donald Trump, il a dit un truc très populaire pendant la campagne. Il a dit les Chinois, ils sont en train de nous manger la laine sur le dos. Donc si je suis élu président, il l'est. Je vais dénoncer tous les accords commerciaux avec les Chinois. Qui achète les bons du Trésor et finance le budget américain? Les Chinois. Qu'est-ce qu'il va faire, Trump? Il va se convertir au pragmatisme. Soit il respecte sa parole, et c'est un ouragan financier qui va s'abattre sur la planète. Parce que si les Chinois ne financent plus la dette américaine, eh bien les États-Unis mettront un genou à terre
et nous avec eux, ou alors il ne respecte pas sa parole. Ce qui est frappant, vous comprenez, mais je comprends très bien. Vous savez de quoi je suis stupéfait, moi? De l'espèce de comment est-ce que je dirais ça, de facilité avec laquelle on accepte un discours de culpabilité. C'est la faute des journalistes. Ce n'est pas un discours. Attendez, Jean-Michel Paty, ce n'est pas, pardonnez-moi, excusez-moi, non, je voudrais dire un mot. Non, mais il est président élu. Qui a gagné? Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas un discours de culpabilité. Attendez, on ne va pas refaire l'élection. Il est là, il est président élu. Attendez-moi. Mais c'est un démagogue le plus grand depuis la première qui a été élu. On n'est pas en train de se culpabiliser et puis de. Non, on peut. On fait mais ça. Non, on peut... Les bobos, mais non, mais là c'est trop facile. Mais tout le temps on se culpabilise. Ah, les sachants disaient Bercoff. Mais vous-même, en vous réveillant très tôt ce matin, Jean-Michel Apathy, s'il vous plaît, en vous réveillant très tôt ce matin, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas dit quelle surprise, quel ouragan, quelle colère. Bien sûr, et alors? Et alors, vous n'avez pas été surpris? Vous en parlez comme nous tous depuis des semaines et des mois. Vous aviez dit que Donald Trump serait le prochain 45e président. Dans ce livre que j'ai fini fin août, je dis que la pire des bêtises de la pensée, ce serait d'imaginer que Marine Le Pen sera à tous les coups battue à l'élection présidentielle. Alors c'est écrit, noir sur blanc, effectivement, je vais vous le reprendre parce que j'ai la plage qui est marquée. Voyez, il y a des surprises. Mais bien sûr qu'on est bête dans le commentaire. On dit Alain Juppé va être élu à la primaire, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Alors pourquoi est-ce qu'on le dit? Mais ce sont les idiots qui le disent. Les sondages disent qu'Alain Juppé est populaire chez les Français et que Nicolas Sarkozy est majoritaire chez les sympathisants, les Républicains. Et comme on ne sait pas exactement, dans les 4 millions de personnes qui pourraient se déplacer pour voter lors de la primaire, s'il y aura plus de sympathisants ou moins de sympathisants que de gens qui ne sont pas sympathisants, eh bien on ne sait pas qui va gagner. Alors on va laisser de côté le sondage et on va voir ce que vous avez écrit dans ce livre. Vous l'avez écrit. Arrêtons de nous culpabiliser et arrêtons de condamner l'intelligence. C'est pas se culpabiliser, c'est le poujadisme qui est en train de gagner. C'est ça le problème. Voir les choses en face, c'est important aussi pour la nouvelle génération. Allez, on va voir les choses en face et justement, c'est ce que vous faites dans ce livre, puisque vous dites, et vous l'écrivez, il ne faut pas exclure la victoire de la candidate du Front National. Et est-ce qu'on pourrait dire, avec ce qui s'est passé cette nuit, que ça lui gonfle les voiles? Est-ce que selon vous, ça lui profite? Non, je pense que les raisons pour lesquelles Marine Le Pen fera un score important à l'élection présidentielle sont des raisons qui tiennent à la réalité française. Et donc, au fond, on aura oublié Trump, comme on aura oublié le Brexit. Il y a à l'intérieur suffisamment de raisons pour donner au courant politique qu'anime Marine Le Pen une énergie qui peut lui permettre, je ne dis pas qu'elle va gagner, mais qui peut lui permettre d'être présidente de la République. Beaucoup de choses se coagulent autour d'elle pour faire du Front National le parti le plus solide et le plus cohérent dans l'élection présidentielle. Donc vous ne faites pas partie de ces gens qui disent c'est impossible, un Français sur 2 ne pourra pas voter Marine Le Pen. Non, moi je pense que quand la primaire des Républicains se sera déroulée, si par exemple c'est Alain Juppé qui est désigné, nous dirons c'est le signe d'une démocratie déréglée, et quand une démocratie est déréglée, eh bien le résultat devient imprévisible. Quand Alain Juppé sera désigné, nous dirons aux Français, ce monsieur-là, qui est un dirigeant de la droite française depuis des années, ne pourra accéder à la présidence de la République que si la gauche vote pour lui. Eh bien, imaginez des gens de droite convaincus depuis longtemps, ils vont quand même le regarder avec méfiance. Vous lui reconnaissez beaucoup de qualités, enfin vous lui reconnaissez l'expérience, c'est écrit, vous lui reconnaissez l'expérience, l'intelligence, mais vous vous posez beaucoup de questions sur Alain Juppé, candidat à la présidence de la République. Est-ce qu'il sait y faire? Qu'est-ce qui lui manque selon vous? Il lui manque l'empathie. J'étais au salon de Brive ce week-end. J'allais dire comme Hillary Clinton alors. Salon du livre, peut-être un peu. Il signe pendant 1h30 des livres, et quand il a fini de signer le dernier livre, plutôt que faire le tour du salon, il y a plein de gens qui auraient été heureux de le voir, plein de gens en plus, vous savez, des relais d'opinion, hop, il s'en va. Il a serré la main à personne. C'est pas la méthode Chirac, alors pas du tout. Ah non, c'est pas la méthode. Il faut un peu d'empathie. Il y a du cérébral chez Juppé, moins de démagogie que chez d'autres, mais il lui manque un peu de chaleur. Alors vous décrivez dans ce livre une sorte de système, Jean-Michel Apathy, une sorte de carcan dans lequel on s'est enfermé nous-mêmes en choisissant peu ou prou les mêmes profils de dirigeants, beaux parleurs, menteurs. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est finalement notre responsabilité? Oui, je pense que la responsabilité des citoyens est gravement engagée. En 1981, François Mitterrand se présente devant eux avec un programme qui n'est pas réaliste. Je vais nationaliser, je vais planifier, et tout va aller bien. Les socialistes à l'époque le disaient, en coulisses. Absolument. Tout le monde le reconnaissait. Pierre Jox disait, vous savez, Mitterrand, il ne connaît rien en économie, on lui apprend. Enfin, un mépris...
S'il nous entend, Pierre Jox, il pourrait peut-être le valider, peut-être pas. Donc, on élit François Mitterrand, quelques mois après, il change de politique. Ce sont des blessures profondes pour la citoyenneté. En 1995, Jacques Chirac se fait élire sur le programme le plus farfelu qu'un candidat ait présenté. Relisez son livre « Tout pour la France » paru en juin 1994. C'est un tissu de contradictions, il y en a pour tout le monde, des cadeaux pour tout le monde. Jacques Chirac élu en mai 1995, en novembre 1995, il demande à Alain Duhamel de venir à l'Élysée pour expliquer aux Français qu'il va complètement changer de politique. Alain Juppé était son Premier ministre. La blessure de la citoyenneté s'aggrave. Nicolas Sarkozy nous promet en 2007 la rupture avec tout. Avec quoi y a-t-il eu rupture? Pourquoi pas un peu plus de modestie et d'humilité? Quant à François Hollande, son discours sur la finance est un ami sans visage. Eh bien, c'est resté un discours ovationné le jour où il a été prononcé. Grâce dans votre oublié du jour où il est entré à l'Élysée. Moi, j'aimerais que la politique devienne modeste et réaliste. Mais quelques-uns trouvent grâce dans votre panthéon politique, ceux qui n'ont pas eu accès à la dernière marche. Alors, on peut les citer. Il y a Pierre Mendès France, il y a Pierre Mendès France, on a tout fait pour l'écarter. Il y a Michel Rocard. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de ces personnalités auxquelles on peut reconnaître une sincérité, une franchise? Parce que l'esprit français est habité par l'idée que le volontarisme en politique résout tous les problèmes. En temps de paix, les acteurs économiques doivent être dominants et l'État doit être à leur service. C'est une idée à laquelle nous n'accédons pas en France. C'est plutôt une idée anglo-saxonne. Des penseurs actuels comme Éric Zemmour sont très hostiles à cette idée. Éric Zemmour vend 500 000 livres. Moi, si j'en vends 5 000, je serais content. Vous voyez un peu le rapport de force, comment il est déséquilibré. Et c'est pour cette raison, l'esprit politique français est fabriqué par le souvenir de Louis XIV, de Napoléon et du général de Gaulle. Quand on fait de la politique en France, madame, c'est pour renverser le monde. Eh bien ça n'entraîne que des déceptions. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Eh ben, vous n'êtes pas prêt d'être élu, je peux vous le garantir. Ce serait ma mesure numéro... Vous pouvez être tranquille, vous resterez journaliste. Ce serait ma mesure numéro 1, pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Est-ce que vous parlez de Devenons réalistes. Est-ce qu'on a récolté ce qu'on a semé? Parce que je ne vais pas trouver des excuses, évidemment, aux responsables politiques, ce n'est pas mon rôle, mais est-ce qu'on ne les pousse pas, j'allais dire oui, attendez, aux mensonges, aux promesses. Nous-mêmes, quand on commente les campagnes, on dit que quand il n'y a pas de rêve, il n'y a pas une bonne campagne. Bien sûr. Arnaud Montebourg a sorti un livre, il dit le rêve et je ne sais pas quoi, il y a quelques années de ça. J'ai eu l'occasion de lui dire, ce serait ma deuxième mesure, pour la suppression du mot rêve en politique. Chaque fois qu'un homme politique dit le mot rêve, ou j'ai un dessin pour la France, 1 euro dans la cagnotte. Les larmes? Le pragmatisme, le sérieux. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Voilà ce que je leur dirais. Mais si on va plus loin, si on analyse ça, pourquoi nous? Pourquoi les Français? Est-ce qu'on a besoin de grands discours? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de fausses promesses? Louis XIV, Napoléon et Charles de Gaulle. C'est notre histoire. Et savez-vous, Sonia, je l'écris, et comme vous avez l'air d'avoir lu attentivement le livre... Pas l'air, il y a tout, la manière aussi. D'accord, d'accord. Et comme c'est moi qui l'ai écrit, donc voilà. on peut en parler tous les deux. La France est l'unique pays occidental, l'unique depuis les crises pétrolières des années 70 à ne jamais avoir réélu leur sortant. Angela Merkel est en passe de faire un 4e mandat, élu, puis réélu, et peut-être encore réélu. En Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada, aux États-Unis, on a toujours réélu les gens. En France, depuis 81, les gens sont systématiquement battus. Quand Mitterrand est réélu, c'est contre Jacques Chirac qui gouverne. Il y a un mal spécifique français, un blues démocratique français, et quand on additionne tout cela, eh bien, la possibilité de voir Marine Le Pen accéder à l'Élysée est grande. C'est ce que vous écrivez. Est-ce que cette somme de mensonges-là, vous avez évoqué quelques campagnes, Mitterrand, Jacques Chirac et d'autres, est-ce que tout cela fait qu'on a abaissé la fonction? On n'arrête pas de parler de cet abaissement de la fonction. Est-ce que c'est pas ça qui a mité un petit peu notre... Non. Ce qui abaisse la représentation de la politique, c'est l'irréalisme des discours. Et les gens qui prononcent les discours sont irréalistes parce qu'ils savent intuitivement que l'opinion publique attend de la grande éloquence. Mais alors, vous avez un favori dans la primaire de la droite? Non. François Fillon. Non, je n'ai pas de favori. Est-ce que vous ne lui reconnaissez pas au moins, je sais pas, je sais que je ne vais pas vous faire dire que vous avez un favori, quand même, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, mais est-ce que vous lui reconnaissez... C'est gentil, Sonia. Est-ce que vous lui reconnaissez, j'allais dire... Je ne reconnais rien à personne qui se débrouille. Un homme politique n'a pas besoin d'un journaliste pour faire sa carrière. Moi, je ne suis pour personne et contre personne. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on sorte du mensonge. J'ai
passer mon été plutôt qu'aller sur la plage à écrire ça. Donc je vous dis vraiment, j'y crois. Et je ne suis pas prêt à prendre un fouet pour me flageller. Je détesterais ça. Les journalistes ne sont pour rien dans cette fabrication absolument odieuse de la politique française. Mais est-ce que pour sortir de ce système, justement, pour le casser, pour casser cette mécanique, il faut un candidat anti-système? Est-ce que ça passe par cela, selon vous? Oui et non, vous savez... oui ou non? Est-ce que Marine Le Pen pourrait incarner ce que vous dites, finalement? On ne prend pas les mêmes, on ne recommence pas, on casse le système. Marine Le Pen, elle a un mensonge gros comme une maison. On sort de l'euro et tous les problèmes sont réglés. Aucun des problèmes ne sera réglé. Aucun. Alors quel choix transgressif? Emmanuel Macron? Je ne sais pas, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il dit, Emmanuel Macron? Emmanuel Macron... Vous savez mieux que moi. Il dit une chose Il dit une chose formidable, Emmanuel Macron, quand on le regarde dans les yeux comme ça. Emmanuel Macron, il dit « je suis heureux ». Voilà, c'est ça qu'il dit. Vous savez ce qu'il dit d'autre? Je l'ai noté dans son interview à Challenge. Il dit: le système politique, avec ses codes et ses usages, je ne cherche pas à le respecter parce que je ne lui appartiens pas. Qu'est-ce qu'il est, Emmanuel Macron? Pourquoi ça vous fait rire? Énarque et banquier. Et alors? Il dit: je ne suis pas du système. C'est pas le système politique. Eh bien, c'est peut-être vrai. Vous vous rendez compte qu'un énarque banquier dise: je ne suis pas du système, et il est de quoi? Et Donald Trump disait: je ne suis pas du système, et il est de quoi? Avec des milliards partout. Mais enfin, on se moque du monde. Quelquefois, la politique... Moi, j'adore la politique parce que ça raconte la culture d'un peuple. Et peut-être que c'est aussi pour ça que je l'adore, ça me met souvent en colère. Voilà. Quand vous écrivez, on prend les mêmes et on recommence, je montre de nouveau votre livre, chez Flammarion, est-ce que certains ne vont pas se dire: ben oui, on prend les mêmes chez et les on recommence, mais bien sûr, mais il est là, on l'a vu à Europe 1, à RTL, il est aujourd'hui à France Info, et il était, etc. Alors, est-ce qu'il ne faut pas casser le système aussi? Est-ce qu'on doit comparer? Oui, c'est de bonne guerre, votre remarque est juste, mais est-ce qu'on doit comparer les journalistes et les hommes politiques? Est-ce que la citoyenneté existe au travers des journalistes? Est-ce qu'on met autant d'espoir, autant d'émotion dans le travail d'un journaliste que dans la représentation d'un homme politique? Donc, changeons les hommes politiques et gardons les journalistes. Ce serait ma troisième proposition de candidat. Peut-être que vous serez... d'être élu, vous avez raison, hein, avec un programme comme ça. Peut-être une question... Mais raser Versailles, c'est pas une bonne idée, ça? Une question sur cette élection qui bat son plein. Laquelle? Celle que nous vivons, oui, la française, etc. Qu'est-ce qui vous frappe le plus, là, dans les derniers débats? Malgré tout, vous avez décrit, on prend les mêmes et on recommence à droite. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a une vraie appétence, une curiosité des Français? On parle grand nombre de téléspectateurs pour les débats. Les Français aiment la politique et ils sont déçus par leurs responsables politiques. Bah, c'est bon signe. Mais comment on peut expliquer ça? Comment on peut être passionné par la chose politique et déçu par tout ce qui l'incarne et la porte? C'est un pays intelligent, éduqué, qui a de la mémoire et puis qui a l'expérience aussi de l'action politique. Donc on sait depuis des siècles quand même, hein, que si vous occupez pas de la politique s'occupe de vous. Donc on s'y intéresse. Et puis on est fiers d'être français parce que la France c'est une belle histoire, c'est un beau pays dans tous les sens du terme, géographiquement et intellectuellement. Oui, oui, ça je vais pas me faire des copains. Hein. Je sais pas si la maire de Versailles écoute ou comme ça c'est sûr que. Mais enfin bref, donc c'est un beau pays, on l'aime quoi, on l'aime ce pays. Et on aurait tellement envie d'être heureux. On est tellement malheureux. C'est pour ça qu'il y a une passion pour la politique, mais comme vous dites, on prend presque les mêmes et on recommence. Attention, il y a un avertissement dans ce livre. Et un avertissement, non. Il y a, il y a une description. Moi, je ne vais pas dire que... Vous ne voulez pas colorer ça? Dire que Marine Le Pen, c'est pas un risque pour vous, Marine Le Pen? Ah ouais, non, pas du tout. Moi, je vote blanc depuis 88. C'est une candidate anti-système? Non, c'est une... Bah, pourquoi je vous pose la question. C'est le Front... Vous posez bien des questions. Le Front National à un niveau important, c'est-à-dire depuis les européennes de 84, participe à la vie démocratique en respectant les règles. Comment peut-on dire qu'il est hors du système? Marine Le Pen n'a jamais fait autre chose que de la politique. Elle a vécu de ses mandats. Comment peut-on dire qu'elle est en dehors du système? Gilbert Collard est avocat. Qu'est-ce qu'on appelle? C'est quoi les élites? C'est quoi le système? Nous utilisons des mots... C'est quoi les élites? Est-ce que vous considérez que vous faites partie des élites? Et vous? Bien sûr. Là, ici, c'est moi qui pose des questions. Est-ce que moi, je fais partie... Si je réponds non, je suis un idiot. Non, mais répondez-moi vraiment. Si je réponds non, je suis un idiot. Alors vous répondez sincèrement que oui. Mais dans toutes les sociétés, il y a des élites. Mais je suis un citoyen comme les autres. Parce que je suis soi-disant dans l'élite, je ne suis pas français. Je ne suis pas citoyen, j'ai moins le droit à m'exprimer que d'autres. Quand j'entends Nicolas Sarkozy dire « moi je ne fais pas partie de l'élite », ministre toute sa vie, ancien président de la République, il ne fait pas partie des élites. Quand on entend Marine Le Pen ne fait pas partie des élites, enfin avocate, présidente de parti, enfin on se moque des gens. Les mots n'ont plus de sens dans la politique. On se moque des gens et d'ailleurs on prend presque les mêmes et on recommence en 2017. Et en 2017, qui sera le meilleur menteur? C'est pourquoi j'ai fait écrire... Enfin, pourquoi? C'est l'éditeur qui a eu cette idée, c'est une très bonne idée. Parce qu'on a souvent élu le meilleur menteur et en 2017,
2017, le défi, c'est d'élire le moins menteur. Super menteur, vous vous en souvenez, qui avait porté. Merci beaucoup Jean-Michel Apathy, voilà, pour ce livre chez Flammarion. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, c'est le best-of Public Sénat. À quelques mois d'échéance électorale majeure dans notre pays, plus que jamais, nous devons réfléchir à notre système politique, qui, une enquête dans le journal de Monde d'hier l'a montré, qui fonctionne pour plus du 3/4 de nos concitoyens de moins en moins bien. Alors il faut savoir écouter, dialoguer et entendre les Français et réagir. C'est aussi la leçon de l'élection américaine après la leçon du référendum au Royaume-Uni au mois de juin dernier. Ça veut dire clairement, après le Brexit, après l'élection de M. Trump, que en France, Mme Le Pen peut être élue président de la République en mai prochain. Qui peut arrêter Mme Le Pen? La question, c'est ça aujourd'hui. Qui va arrêter Mme Le Pen? Et vraiment, je suis convaincu que c'est Alain Juppé qui est le meilleur candidat. Parce qu'il n'y a pas un phénomène anti-Juppé aujourd'hui dans le pays. Il peut rassembler sur les valeurs de la République, mais aussi sur une action ferme et concrète pour régler les problèmes de la société française. Les résultats sont tombés au compte-gouttes. Les sondages donnaient Hillary Clinton gagnante, mais très vite, Donald Trump prend de l'avance. Jusqu'à 3 h du matin, heure française, rien n'est encore joué. Mais quand la Floride bascule, les dés sont jetés. Au fur et à mesure, la carte électorale se colore de rouge et dessine la fracture d'un pays divisé entre les zones côtières démocrates et une Amérique rurale pro-Trump au centre. Il y a clairement eu plus de votes en provenance des zones rurales des États-Unis et principalement dans des zones blanches, des gens dont on n'a pas anticipé qu'ils se déplaceraient pour aller voter. Je pense que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir dans notre pays. Mais ce n'est pas en sautant sur sa chaise, ce n'est pas en poussant des cris d'orfraie qu'on le réglera. Si les Français ont envie de l'élire, ils l'éliront. Moi, ce n'est pas mon sentiment. Je pense qu'il ne faut pas, que ce serait mauvais pour la France, pour notre démocratie. Ça veut donc dire qu'il faut que nous tirions les enseignements de ce qui se passe aujourd'hui pour proposer aux Français un projet qui les concerne, qui les enthousiasme et qui ne les envoie pas dans les bras de l'extrême droite. Je crois aussi qu'on ne perçoit pas très bien en France la distance qui peut exister entre le monde de Washington d'une part et puis une Amérique profonde qui a fini par exprimer une forte colère à l'égard du monde de Washington et malheureusement pour elle, Hillary Clinton avait peut-être tendance à être particulièrement représentative de ce monde politique de Washington. On ne cesse de nous présenter Marine Le Pen comme quelqu'un de raisonnable, qui sait polisser, on banalise son discours. Et là, elle se félicite de l'élection à grand renfort de joie de l'élection de Donald Trump. Autrement dit, elle endosse tous les excès et tous les propos délirants de Donald Trump. Donc Marine Le Pen n'est pas la personne lisse qu'on veut bien nous présenter depuis des mois, trop souvent de manière complaisante dans l'ensemble de la vie politique et des médias français. Vous savez, moi je suis arrivé aux États-Unis en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé? Hillary a été balayée par un inconnu qui s'appelait Obama. Pourquoi? Parce qu'elle incarnait un vieux système du mensonge, du trucage, du faux semblant que les Américains, à l'époque déjà, mais à l'intérieur des démocrates, ont rejeté. Il se passe la même chose à l'échelle de tous les États-Unis. Vous aviez vu venir ça ou pas? Je crois qu'aujourd'hui, les vieux systèmes de politiciens professionnels ne tiennent plus la route. Et donc les électeurs veulent balayer tout ça. Alors, ils utilisent parfois quelqu'un comme Barack Obama, et puis en d'autres circonstances, ils utilisent Trump. Katrina may have battered the levees, but it also exposed silent storms that have ravaged the city and our country. The storms of poverty and joblessness, inequality and injustice. And that is why it is time for us to make sure that Reconstruction is making a real difference in people's lives.
together, we can do more than rebuild a city. We can create a model for America. Et on arrive à la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Demain, votre rendez-vous matinal, c'est Territoire d'Info en direct de Bordeaux. Émission spéciale d'1 heure avec comme invité Alain Juppé. Quant à moi, je vous retrouve à 22 h avec plaisir. Belle fin de soirée en notre compagnie.